bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine et la région Nouvelle-Aquitaine. Ce webinaire s'inscrit dans le cycle des webinaires du mois de la formation, Ma formation, mon emploi, qui vise à promouvoir les dispositifs de l'offre de formation régionale auprès des professionnels de l'emploi formation. Nous allons aborder aujourd'hui le dispositif de l'habilitation de service public socle de compétences 2025-2027. Je suis Christophe Croche, chargé de mission à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Et avant de donner la parole à notre intervenant, David Doga, quelques éléments techniques. Donc, il s'agit d'un webinaire, c'est-à-dire que les micros, les caméras sont coupés. Mais vous pouvez intervenir, n'hésitez pas à intervenir dans le chat en bas à droite de votre écran. Donc, nous essaierons de répondre à vos questions. Et également pour vous préciser que le replay de ce webinaire sera dans quelques jours disponible sur la chaîne YouTube de Cap Métier qui reprend les différents webinaires, en tout cas du mois de la formation, et différents webinaires organisés dans le programme de professionnalisation de Cap Métier. Je vais laisser la parole pour nous présenter le dispositif HSP à David Doga. David, c'est à toi. Oui, merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Certains d'entre vous me connaissent déjà, d'autres vont certainement me découvrir. Donc, écoutez, je suis ravi de pouvoir faire une présentation de l'habilitation socle de compétences 2025-2027. Comme l'a dit Christophe, vous pourrez poser des questions à travers le chat. Et en attendant, nous allons démarrer par quelques rappels que nous allons envisager par la suite. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis chargé de la coordination de l'habilitation de service public socle au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Euh, donc, nous allons envisager dans un premier temps les éléments un peu juridiques de l'habilitation de service public. Donc, nous ferons quelques rappels préliminaires sur le service d'intérêt économique général. Par la suite, nous envisagerons le cadre conventionnel, ainsi que les différents itinéraires proposés et les compléments de formation qui sont associés à l'habilitation de service public. Nous évoquerons enfin quelques points de vigilance dans la mise en exécution de cette habilitation. Enfin, pour terminer, vous trouverez tous les contacts utiles dans l'équipe HSP Socle pour de plus amples renseignements si vous souhaitez ou une documentation plus étoffée que celle qui vous est proposée aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui pourra vous être transmis sous forme de diaporama si vous en faites la demande ultérieurement. Quelques rappels liminaires sur le SIEG. Une habilitation de service public, c'est un SIEG, c'est-à-dire un service d'intérêt économique général. C'est une notion de droit européen. Il s'agit d'un service de nature économique soumis à des obligations de service public, qui va déclencher une mission particulière d'intérêt général, cette mission particulière étant la conduite d'actions d'insertion et de formation professionnelle. Elle a été intégrée en droit français en 2014 par un décret du 21 novembre, ainsi que par une loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Elle comporte les mêmes exigences de mission d'intérêt général et d'obligation de service public que ce que nous rencontrons habituellement en droit français, et tout ce qui concerne les services publics français. Elle fonctionne sur un principe de juste compensation financière. Pour avoir une schématisation un peu plus compréhensible de l'habilitation de service public et du SIEG, vous êtes peut-être, et on est tous plus habitués à avoir d'un côté en droit français les services économiques, industriels et commerciaux, c'est-à-dire cette partie économique du service public, et puis de l'autre côté, le service public purement régalien ou administratif, dans lequel il n'existe aucune notion de nature économique. Eh bien, aujourd'hui, le SIEG ressemble beaucoup aux services industriels et commerciaux, comme à une époque EDF, par exemple. Et c'est dans ce cadre-là que se situe l'habilitation de service public.
le cadre conventionnel de l'habilitation de service public. Ce cadre conventionnel comporte la mise en œuvre des obligations de service public. Il est exigé de l'opérateur le respect d'un certain nombre d'obligations de service public dans le cadre de la mission d'intérêt général qui lui est confiée par la présente habilitation. En particulier, l'accès universel et l'égalité sur les lieux de formation, l'ensemble des usagers éligibles, l'information sur les parcours, les savoirs de base, la restauration. Sur la continuité du service public, aucune interruption de plus de 10 jours n'est possible. La qualité et l'adaptation du service, mise à disposition de l'ensemble des informations, prestations, accueil, conseils professionnels réalisés ou à faire, bon déroulement de parcours et accompagnement des stagiaires. Enfin, l'accessibilité tarifaire, gratuité du coût pédagogique, gratuité et mise à disposition du matériel, possibilité de restauration et information sur les financements. Les caractéristiques essentielles de l'habilitation de service public. Celle-ci est conduite pour une durée initiale de 3 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une habilitation de service public qui va de 2025 à 2027 avec une reconduction, une prolongation possible jusqu'en 2028. Cette nouvelle habilitation de service public qui a démarré au 1er janvier dernier comporte un nombre de sessions, c'est-à-dire de lieux, minimum commandé de 626 et 630 ont été réellement proposés lors des réponses par les différents mandataires sur environ 169 sites différents. Le nombre de permanences, c'est-à-dire une demi-journée de 3 heures, qui a été commandée par la région, donc la base de la commande publique, c'est 89 066 permanences par an. Les publics cibles, ce sont des personnes en recherche d'emploi de plus de 16 ans, pouvant travailler en milieu ordinaire et rencontrant des difficultés d'insertion et ou d'apprentissage, et les salariés en insertion par l'activité économique, avec des spécificités pour les itinéraires concernant l'illettrisme et le français langue étrangère. Nous retrouvons ici les publics qui sont véritablement ciblés prioritairement par la région et qui sont les personnes, notamment sur l'HSP socle, en grande difficulté pour l'insertion professionnelle ou la recherche d'emploi ou la formation professionnelle en général. Les caractéristiques du public éligible au regard des itinéraires. Vous avez au sein de l'habilitation de service public 4 itinéraires proposés, ce que nous avons plutôt l'habitude d'appeler parcours de formation. L'itinéraire 1 est essentiellement tourné vers les personnes touchées par l'illettrisme, c'est-à-dire ayant été scolarisées en France ou en français à l'étranger, et qui n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture, du calcul, des compétences de base pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante. L'itinéraire 2, ce sont les personnes étrangères, c'est-à-dire ayant été scolarisées ou non dans leur pays d'origine, ou ayant été scolarisées en français dans leur pays d'origine et n'attestant pas d'un niveau A2 suffisant à l'oral. Ces personnes ne doivent pas répondre aux critères d'accès de parcours financés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur cet itinéraire, nous sommes dans une position de subsidiarité par rapport aux offres de français et de langue étrangère, puisque c'est de cela dont il s'agit, proposées par l'État. L'itinéraire 3, ce sont les personnes en situation d'illectronisme ou souhaitant approfondir les outils bureautiques courants. Et l'itinéraire 4, ce sont les personnes souhaitant approfondir les apprentissages de langue étrangère, autres que le français, ou des remises à niveau en français et en mathématiques. Donc, nous voyons bien que l'habilitation de service public se compose de ces 4 parcours, ces 4 itinéraires, et que ceux-ci sont complémentaires, chacun l'un à la suite de l'autre, dans la réalisation du parcours de formation. Seul l'itinéraire 1 et 2 ne peuvent être réalisés par une seule et même personne. Ils sont différents l'un de l'autre. L'habilitation de service public nécessite une gestion des entrées en formation et d'ouverture de sessions. Les itinéraires se traduisent par des sessions dans les outils de gestion. Ces sessions, c'est un organisme de formation pour un itinéraire et pour un lieu. Une session perdure sur toute la durée de la convention, 3 ans de durée initiale. Donc, en fait, lorsque l'habilitation de service public a démarré,
la session a été créée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. Les entrées sont dites séquencées, c'est-à-dire qu'il y aura des créations de points d'entrée avec des effectifs associés et une possibilité encadrée de création de points d'entrée bis. Un point d'entrée est en réalité une porte ouverte sur le dispositif. Comme nous venons de le voir, la session étant d'une durée de 3 ans, on va sur cette ligne de temps ouvrir des portes par la création de points d'entrée permettant de faire rentrer, d'intégrer des nouveaux stagiaires au sein du dispositif de l'habilitation de service public. Il est nécessaire pour chaque point d'entrée d'avoir un minimum de 2 stagiaires à l'entrée en formation pour l'itinéraire 1 et un minimum de 4 stagiaires à l'entrée en formation pour les itinéraires 2, 3 et 4. Il s'agit en fait de favoriser la notion de groupe, l'habilitation de service public n'étant pas une formation face à face individuelle. Les mandataires sont tenus d'ouvrir au minimum un point d'entrée par trimestre, par itinéraire et par lieu. Les itinéraires proposés et les compléments de formation. Les caractéristiques essentielles des itinéraires. D'abord, l'habilitation de service public, et c'est important de le souligner, c'est un accès sans condition. Il n'est exigé, en dehors d'une conformité administrative, aucune condition supplémentaire aux stagiaires pour pouvoir intégrer l'habilitation de service public. Aucune certification n'est proposée. Nous n'avons dans l'habilitation de service public pas vocation à certifier les parcours ou à certifier une qualification. Il existe d'autres dispositifs proposés par la région dont c'est la charge principale. Le parcours est individualisé avec une prise en compte des acquis et des besoins spécifiques des personnes. Un accompagnement socio-professionnel, qu'il soit générique et ou renforcé, ça on le verra un peu plus tard par la suite, doit être adapté aux besoins de chaque stagiaire. Les services de restauration sont ouverts à tous les usagers à condition, sous condition d'une journée complète de formation, c'est-à-dire 2 permanences dans la même journée, une le matin, une l'après-midi. Il n'existe pas de stage en entreprise et la sensibilisation est obligatoire aux priorités régionales, Néoterra, égalité, discrimination et numérique. Donc, comme nous pouvons le voir de manière simplifiée juste en dessous, l'itinéraire 1 que nous appelons éclat, écrire, compter, lire, apprendre, comporte un parcours total maximal de 150 permanences et peut être réalisé sur une durée de 12 mois. Il en va de même et à l'identique pour l'itinéraire 2, le français langue étrangère. L'itinéraire 3 numérique comporte 80 permanences pouvant être réalisées également sur 12 mois. Et l'itinéraire 4, qui se nomme le passerelle, comportant la remise à niveau en français et en mathématiques ou l'apprentissage d'une langue étrangère, comporte 50 permanences par module, c'est-à-dire 100 au total pour une durée de 12 mois maximale. L'itinéraire 1, l'éclat, concerne les personnes en situation d'illettrisme, donc les publics scolarisés en France ou ayant été scolarisés en français, à condition d'avoir un niveau A2 à l'oral en français, c'est-à-dire un oral correctement maîtrisé. Son contenu, de manière tout à fait générale, c'est l'apprentissage et ou l'approfondissement de la lecture, de l'écriture et de l'argumentation, l'acquisition des règles de base en mathématiques et en sciences, l'acquisition de repères dans l'espace et dans le temps. Le deuxième itinéraire, qui ne peut être réalisé, un stagiaire ne peut pas réaliser l'itinéraire 1 et l'itinéraire 2. C'est selon son profil et c'est ou l'un ou l'autre. Le français langue étrangère donc s'adresse à des personnes étrangères non éligibles à d'autres dispositifs, par exemple ceux de l'OFII, ayant été scolarisés ou non dans leur pays d'origine, dont la maîtrise du français est insuffisante pour s'insérer durablement sur le marché du travail, ou des personnes scolarisées en français, mais ne maîtrisant pas le niveau A2 à l'oral. Ce dispositif, cet itinéraire, concerne l'apprentissage et ou l'approfondissement de la compréhension et de l'expression orale, la sensibilisation au code culturel et à la citoyenneté, la compréhension du monde professionnel et des codes en entreprise. L'itinéraire 3 numérique
concerne, lui, la découverte et la sensibilisation aux technologies numériques et à la communication numérique, l'approfondissement de l'utilisation des technologies numériques et de la communication numérique, la découverte des outils bureautiques courants et l'électronisme. Donc, nous avons un itinéraire qui est relativement large, qui peut aller donc de l'électronisme à une forme de remise à niveau ou de découverte approfondie. Enfin, l'itinéraire 4 passerelles, qui est le seul à se composer de 2 modules. Le premier étant l'apprentissage d'une langue étrangère, le second, une remise à niveau en français ou en mathématiques, lorsque cela s'avère nécessaire. Tous ces itinéraires reçoivent des compléments qui sont des compléments particuliers liés à des accompagnements ou à des sensibilisations. De manière un peu systématique, nous avons l'accompagnement socio-professionnel générique pour tous les stagiaires. Il s'agit d'envisager avec les stagiaires des solutions à des problèmes de mobilité, à des problèmes de garde d'enfants, etc., etc. Et puis vous avez l'accompagnement socio-professionnel renforcé en fonction des besoins des stagiaires, où là nous sommes sur des problématiques plus complexes à gérer. Ça peut toujours être les mêmes, ça peut être des problèmes de logement, ça peut être des problèmes de violence intrafamiliale, et ça peut être des problèmes de mobilité mais lourdes. Et en fait, dans les deux cas, l'organisme de formation, dans le cadre de l'exécution de sa mission de service public, doit proposer cet accompagnement via la gestion d'un professionnel aguerri et compétent pour apporter des solutions aux stagiaires. Le premier, le générique, se fait dans un cadre de permanence habituelle, donc il est inclus au parcours de formation. Le second, l'accompagnement socio-professionnel renforcé, est une démarche qui va se faire en face à face, de manière individualisée, et qui va donc être en dehors du parcours de formation et émarger séparément. Enfin, il y a une obligation régionale qui est faite aux organismes de formation et qui est mentionnée dans la commande publique de la sensibilisation aux priorités régionales que sont Néoterra ou alors également les sensibilisations aux valeurs citoyennes, aux préventions des violences, au numérique responsable, à la protection des données et à la cybersécurité. L'habilitation de service public impose d'avoir le regard posé sur un certain nombre de points de vigilance. Bien entendu, pour ceux à qui y sont habitués ou qui la connaissent et qui sont aujourd'hui à l'écoute de cette présentation, vous savez bien que je ne serai pas exhaustif dans tous les points de vigilance et sur lesquels nous devons apporter une attention particulière, mais qu'il s'agit là d'un résumé des plus importants. Tout d'abord, la suspension d'un parcours peut être effectivement proposée à l'usager lorsque cela est nécessaire ou rendu nécessaire par sa situation personnelle, par exemple, et des besoins personnels que l'organisme de formation va apprécier et il va informer la région de la suspension du parcours. Nous avons vu que chaque parcours de formation, chaque itinéraire était d'une durée de 12 mois maximum. Il se peut donc qu'il y ait 3 mois maximum de suspension de parcours à l'intérieur de ces 12 mois, ce qui peut porter à 15 mois en cas d'interruption le parcours d'un usager. En aucun cas, le parcours ne pourrait être supérieur à ces 15 mois. Il existe également des délais de carence, donc 6 mois de carence entre la réalisation de 2 itinéraires identiques. Alors, ça paraît quelque chose d'un petit peu logique, puisque en fait, il faut que tout le monde puisse bénéficier de manière équitable et chaque stagiaire qui se présente sur l'habilitation de service public doit pouvoir bénéficier de manière équitable de la proposition de l'action de formation. Donc, un stagiaire qui va avoir réalisé un itinéraire 1 et qui l'a terminé, mettons, au 31 décembre ou qu'il termine au 31 décembre de cette année, ne pourra pas refaire cet itinéraire 1 avant le 1er juillet 2026, à condition en plus que le positionnement pédagogique le justifie. Ensuite, nous avons une absence de délai de carence entre les itinéraires différents. C'est-à-dire que, par exemple, entre l'itinéraire 1
qui peut être suivi d'un itinéraire 3, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est rentré pour l'illettrisme et qui veut ensuite faire une montée en compétences sur de l'électronisme ou de la bureautique, pourra, sans aucun délai de carence, continuer son parcours de formation immédiatement. Et enfin, dans le même ordre d'idées, il n'existe pas non plus de délai de carence entre deux dispositifs, c'est-à-dire quelqu'un qui a achevé son itinéraire sur l'habilitation de service public socle peut solliciter immédiatement, si cela est justifié, d'intégrer l'habilitation de service public qualifiante, premier niveau de qualification, ou les marchés pour obtenir une certification. Mixité du parcours intra-HSP socle. Alors, la réalisation successive des itinéraires est possible, hein, on vient de le voir, sous réserve de positionnement pédagogique justifié. Et il est impossible de réaliser successivement les itinéraires 1 et 2. Ça, bien entendu, nous en avons vu tout à l'heure, qui ne s'adressent pas au même public. Il est cependant à noter par rapport à ce que, aux éléments qui sont sur cette petite slide, je rajouterai simplement qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème technique qui est national, hein, qui ne concerne plus la région ou pas la région, qui est l'impossibilité de réaliser simultanément deux parcours. C'est-à-dire, prenons l'exemple de quelqu'un qui veut réaliser le parcours 1 et qui en même temps voudrait réaliser le parcours 3, itinéraire 1 et itinéraire 3. Aujourd'hui, pour des raisons techniques et informatiques, il n'est pas possible que cette réalisation soit simultanée. Nous espérons que cette difficulté se résoudra dans les semaines ou mois à venir, mais en l'état actuel des choses, nous sommes obligés d'envisager la réalisation de parcours uniquement de manière successive et non simultanée. Enfin, il existe un principe de non-fongibilité des permanences entre les différents itinéraires. Les permanences sont réparties par itinéraire en fonction du nombre maximum d'heures par itinéraire. Il s'agit d'un point qui est élaboré par la commande publique et qui a été affiché clairement lors de l'appel public à proposition. Voilà les points de surveillance que nous devons avoir sur l'habilitation de service public et qui vont conclure cette intervention. Je vous invite également à noter les contacts utiles qui sont sur cette dernière slide et qui vous permettront soit de joindre l'équipe pédagogique de l'HSP SOX, qui est composée donc par Céline Basse-Bayon et moi-même, soit l'équipe financière de l'HSP SOC. Je ne vais pas vous donner la liste entièrement, mais lorsque, et pour ceux qui sont des questions sur la nature financière de ce dispositif de financement qui est quand même assez particulier, vous pouvez joindre l'équipe financière. Pour la rémunération, vous pouvez joindre le service pilotage et gestion de la rémunération. Et enfin, si vous avez besoin d'avoir des renseignements sur les territoires, nos collègues de la direction de l'action territoriale sont bien entendu à votre écoute en permanence. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je repasse la parole à Christophe. Eh bien, merci en tout cas David hein, pour cette présentation très claire. Juste donc pour vous repréciser que le support pourra vous être transmis et vous pourrez ainsi que le lien vers le replay de ce webinaire. Alors on peut poursuivre l'intérêt de cet échange, c'est de pouvoir échanger, poser des questions aussi en même temps, indirectement. Alors une des questions, David, moi j'ai bien vu qu'effectivement il y avait une explication comme quoi on ne peut pas réaliser plusieurs itinéraires en même temps, mais par contre, il y avait une question de Manon, c'est que est-ce qu'il est possible de suivre un itinéraire, par exemple l'itinéraire 2, avec par contre autre chose, un autre cours, par exemple, réalisé par l'OFI via l'application? Alors, non. La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'habilitation de service public, et notamment l'itinéraire 2, est subsidiaire au parcours proposé par l'OFI. C'est-à-dire que normalement, l'organisme de formation doit s'assurer impérativement que le stagiaire qui est candidat à intégrer l'itinéraire 2 ait d'abord réalisé son parcours OFI ou ne sera pas en mesure de le réaliser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, au moment où il se présente et pendant un certain temps, de possibilité d'interruption de son parcours. Sur l'ancien dispositif habilitation de service public SOC 2020-2024, cette subsidiarité n'avait pas été introduite. Et il s'est trouvé que des stagiaires étaient en français langue étrangère sous le dispositif HSP Socle et se voyaient appelés
par l'OFI pour un parcours par l'OFI qui était prioritaire. Et donc, ils étaient interrompus dans leur parcours de l'itinéraire 2. Donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui a été interdit ou en tout cas extrêmement limité. Donc, on ne peut pas faire les deux en même temps. Il faut que le parcours OFI soit d'abord réalisé ou que l'OFI ne soit pas en mesure de proposer un parcours et que l'itinéraire 2 puisse être réalisé dans sa globalité sans interruption. C'est pour ça que l'habilitation de service public qui propose du FLE, mais le FLE n'est pas le ressort prioritaire de la région, le ressort prioritaire du FLE, c'est l'OFI. Mais nous pouvons travailler en complémentarité avec l'OFI, mais il faut que le parcours soit déjà réalisé. Donc les deux en même temps, ce n'est pas possible. D'accord. En tout cas, merci pour ces précisions. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, des remarques. Voilà, en support, c'est le moment. Et de toute façon, vous avez vu, vous avez aussi également les coordonnées, hein, mais là, directement, s'il y a des questions, des remarques, n'hésitez pas à intervenir. Euh, hum, voilà, on va attendre encore quelques secondes. Et sinon, s'il n'y a pas d'autres interventions, voilà, ce webinaire va se terminer. Et voilà, en tout cas, le replay sera disponible. Je vous ai mis aussi en complément, hein, du support, vous avez aussi les fiches juridiques, les fiches techniques de Cap Métier sur les différents dispositifs, dont le dispositif HSP. Et puis, ben voilà, bon, ben ah si, ah. Alors, enfin un point, Magali indique, enfin un point d'entrée I4. Oui, On ne peut pas voir si c'est anglais ou RAN. Alors, David, je ne sais pas si tu oui. comprends. Alors effectivement, oui. Alors c'est un problème assez technique, effectivement. Euh, ben, je vous confirme que vous ne pouvez pas le voir. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le mentionner, vous pouvez dans EOS, alors moi, ce n'est pas ma spécialité directement, mais ma gestionnaire propose très souvent aux organismes de mentionner dans EOS quel module vous allez choisir, mais très clairement, en fait, vous inscrivez, vous faites votre point d'entrée exactement de la même manière que pour un autre itinéraire. Et seulement après, si jamais vous avez la possibilité de mentionner où le stagiaire va être orienté ou vers quel itinéraire, vers quel module il sera orienté à l'intérieur de l'itinéraire. Vous avez la possibilité d'en faire mention. Mais au moment de la création de votre point d'entrée, vous n'avez pas possibilité, là, ça c'est une impossibilité technique. L'itinéraire 4 étant lui-même un itinéraire. Il y a deux modules à l'intérieur, mais c'est un itinéraire et cet itinéraire ne permet pas la distinction des deux modules. En tout cas, EOS la création du point d'entrée ne permet pas à ce stade au moment de la création du point d'entrée de la distinction des deux modules. Donc, vous créez un itinéraire 4. Par exemple, vous mettez un effectif associé de 6 stagiaires potentiels. Le prescripteur vous enverra les candidats, il prescrira, mais je dirais de manière c'est lui qui vous précisera vers quoi le candidat va s'orienter ou vers quoi il souhaiterait être orienté, être prescrit à l'intérieur des deux modules. Mais vous ne pouvez pas faire la distinction au niveau de votre point d'entrée principal, votre point d'entrée. C'est le prescripteur qui doit Merci. connaître, qui doit savoir que l'itinéraire 4 comporte ces deux modules. Donc, ils le savent. D'accord. Bon, très bien, David. Alors, une autre question, hein, ça vient de Magali. Est-ce qu'une dérogation peut être en place pour ouvrir à moins de 4, je ne sais pas si à moins de 4 personnes? Mhm. Alors, nous avons mis en place en fait une souplesse assez récemment, hein, c'est début septembre, me semble-t-il, concernant cette obligation d'effectif associé au point d'entrée. Alors d'abord, je rappelle que lorsque vous faites un point d'entrée, vous avez l'obligation d'associer un effectif à ce point d'entrée, c'est-à-dire que vous devez mettre une fois par trimestre, alors on va prendre les itinéraires où il y a le plus d'effectifs, donc les 2, 3, 4, vous avez besoin d'avoir un effectif de 4 à minima. Mais si vous n'atteignez pas ces 4, ce qui arrive régulièrement, hein, dans un certain nombre de circonstances, on en a parfaitement conscience, si vous n'atteignez pas ces 4 stagiaires, vous n'avez pas la possibilité de démarrer un nouveau groupe et vous devez patienter jusqu'à attendre le quatrième stagiaire. Donc, nous avons entendu
les difficultés que ça a représenté, notamment parce que cela faisait patienter les stagiaires qui ne pouvaient pas intégrer les dispositifs, les groupes déjà constitués. Donc, et j'ai bien dit déjà constitué, lorsque le groupe est, vous avez un groupe déjà constitué, donc par exemple, le point d'entrée du trimestre précédent vous a permis de constituer un groupe de 4, 5, 6 stagiaires, il est en cours d'exécution, tout fonctionne, le groupe est actif, et puis vous créez votre nouveau point d'entrée du trimestre suivant. Et là, vous avez toujours cette obligation de 4 stagiaires associés, d'avoir ces 4 prescriptions. Et puis, vous n'y arrivez pas, vous n'en avez que 3 à la date de validité de votre point d'entrée. C'est-à-dire que, mettons, le 15 septembre dernier, vous n'aviez que 3 stagiaires et pas les 4. Donc, vous avez cette possibilité de nous demander une dérogation. Pour cela, donc, il faut qu'il y ait un groupe déjà actif, peu importe le nombre dont il est constitué. Il faut que vous ayez déjà un groupe actif, donc au moins 2 personnes, hein, sinon pas de groupe. Et puis, vous avez 3 personnes qui sont en attente. Vous n'atteignez pas les 4. Vous nous demandez une dérogation et nous, on va vous l'accorder aux conditions. Bon, vous avez envoyé un mail assez précis là-dessus, mais on va vous accorder cette dérogation pour vous permettre d'intégrer immédiatement ces 3 stagiaires au groupe déjà constitué. Et de fait, on va valider votre point d'entrée. Il n'aura pas été jusqu'à 4 stagiaires, il ne sera resté qu'à 3, mais on va le considérer comme ayant été à 4 stagiaires, on va dire de manière un peu virtuelle, puisque vous ne les avez pas, mais pour faciliter l'exécution de vos obligations, pour aussi alléger un petit peu cette exigence qui, quelquefois, est un petit peu difficile à, à remplir, et puis pour que vos stagiaires n'attendent pas trop longtemps pour pouvoir intégrer le groupe déjà en cours. Nous conditionnons cependant cette validation à la mise en place d'un point d'entrée bis à plus 15 jours pour tenter par tout moyen d'essayer d'avoir ce quatrième stagiaire qui viendra compléter le groupe actif. Si vous ne l'obtenez pas, on ne reviendra pas sur la décision de validation du point d'entrée principal. Donc c'est une souplesse, alors c'est un peu barbare, un peu kafkaïen, j'en conviens, hein, mais on manie tous les points d'entrée maintenant depuis quelques mois, et du coup on s'est aperçu, et tout le monde s'est aperçu que cette exigence de 4, dans certains cas, elle était un petit peu difficile à atteindre, et donc nous l'avons assoupli à des conditions, certes, strictes, mais nous l'avons assoupli et on a déjà donné pas mal de dérogations. Voilà, on a déjà donné pas mal de dérogations. Très bien. Alors, David, une autre question de Sophie. Une personne de nationalité étrangère qui n'a jamais été scolarisée, est-ce qu'elle peut intégrer l'itinéraire 1, même s'il a un niveau A2 à l'oral en français? Alors, une personne de nationalité étrangère n'ayant pas été scolarisée, normalement, elle intègre le FLE. Et oui, parce que elle indique qu'une personne de nationalité étrangère qui n'a jamais été scolarisée ne peut pas intégrer donc l'itinéraire 1 avec un point d'interrogation après, même s'il a un niveau à 2 en oral français. Donc normalement, hein, c'est l'itinéraire 2 FLE. Voilà, sauf si Ouais, est-ce non, que une personne, en fait, le FLE, ce sont pour les personnes qui sont d'origine étrangère. L'ECLA, l'itinéraire 1, ce sont pour les personnes qui sont en situation d'illettrisme. Et nous avons repris, nous, la définition de la NLCI, c'est-à-dire les publics scolarisés en France. Donc, toute personne ayant été scolarisée en France ou les personnes ayant été scolarisées en français à l'étranger à condition d'avoir un niveau A2 à l'oral. Mais pour ce qui voilà. concerne les personnes qui sont d'origines étrangères, le seul dispositif, le seul itinéraire proposé est l'itinéraire français langue étrangère qui est l'itinéraire 2. Alors, très bien. Une autre question de Manon, donc sur la limite, sur les quatre places hein, par itinéraire. À l'inverse, est-il possible d'ouvrir plus de 4 places sur des itinéraires, car il y a certains parcours sont rapidement complets, notamment justement le FLE, et les stagiaires doivent attendre parfois pendant plusieurs mois pour intégrer leur formation. Alors, il faut bien comprendre, et je profite effectivement de cette intervention d'aujourd'hui pour le rappeler le plus clairement possible, que les 4
places associées. On parle dans la convention, alors c'est un peu barbare, mais on parle d'effectifs associés au point d'entrée. Ces 4 places que vous ouvrez, c'est un minimum. Vous avez l'obligation, chaque organisme de formation, chaque mandataire sur l'habilitation de service public SOC a l'obligation d'ouvrir un point d'entrée avec un minimum de 4 places par trimestre ou 2 places si c'est l'itinéraire 1, c'est moins exigeant que sur l'itinéraire 1. Mais c'est un minimum. C'est-à-dire que si vous avez une capacité d'accueil de 20 places et que vous ouvriez que 4 places, vous allez être, on va dire, vous allez vous priver ou priver l'accès à la formation et ne pas faciliter non plus la prescription, ce qui peut gêner les prescripteurs. Ce qui a été le cas par le passé, ce qui peut être encore le cas dans certaines hypothèses. Ce que vous devez impérativement faire, c'est réussir à mettre en adéquation le volume de places que vous proposez trimestriellement et votre capacité d'accueil. Donc, vous devez avoir une démarche programmatique. Si vous avez 20 places en capacité d'accueil, rien ne vous empêche de mettre 10, 15 places en effectif associé à votre point d'entrée. Parce que si, en fait, vous avez une obligation par trimestre, ça veut dire qu'en fait, vous avez l'obligation de créer un point d'entrée. Je ne vais pas dire pas tous les 6 mois, mais un trimestre sur un trimestre, ça fait quand même 2 fois 3 mois. Donc, vous pouvez, par exemple, au 15 janvier, mettre 15 places, accueillir 15 stagiaires, en sachant que sur ces 15, vous allez en avoir 10 qui auront achevé leur parcours 4 mois plus tard. Et là, vous recréez un nouveau point d'entrée et vous remettez une dizaine de places, puisqu'il vous en reste 5 qui ont mis plus de temps, par exemple, et vous recréez une dizaine de places et vous réouvrez à la prescription. C'est à vous de choisir. En fait, ce système d'entrée séquencée, c'est un système qui a été fait pour donner la main aux organismes de formation. La mention des 4 est un minima que vous devez respecter par trimestre. C'est au minimum ce que vous devez proposer comme effectif associé à votre point d'entrée. Mais ce n'est qu'un minimum. À vous de choisir le maximum ou à vous de choisir le bon chiffre que vous voulez proposer, la bonne ouverture. Et, et en fait, comme je le disais en début de présentation, un point d'entrée, c'est une porte que vous ouvrez sur la formation. Donc, c'est à vous de choisir si vous ouvrez un peu plus ou un peu moins la porte en fonction de vos capacités d'accueil. Très bien. Alors, une autre question, toujours sur l'itinéraire 1 éclat. Est-ce que les personnes qui n'ont jamais été scolarisées, donc y compris des personnes françaises, notamment les personnes de la communauté des gens du voyage, est-ce qu'elles peuvent intégrer l'itinéraire 1? À ma connaissance, oui. Il n'y a pas de souci particulier. Moi, il n'y a pas d'exclusion dans l'HSP Socle, ainsi qu'il n'y a pas de conditions d'admission dans l'HSP Socle. Il y a des définitions, mais l'itinéraire 1 n'est pas forcément exclusivement alors il est prioritairement conçu pour les personnes en situation d'illettrisme, mais il n'est pas exclusivement pour les personnes en situation d'illettrisme. Donc des personnes françaises qui n'ont pas été scolarisées officiellement et qui ont un problème d'apprentissage et qui ont besoin d'approfondir la lecture, l'écriture, les mathématiques peuvent intégrer l'itinéraire 1. Après, le positionnement pédagogique va se faire au niveau du prescripteur ainsi qu'au niveau, enfin, le positionnement pédagogique. Là, normalement, je rectifie, le prescripteur va prendre en compte l'histoire du futur stagiaire et lorsque vous le recevez, votre positionnement pédagogique sera adapté également par rapport à ses besoins. Alors, il y a un commentaire de Sylvia, hein, Sylvia Etelin, Oui, euh, qui dit, attention, les personnes qui n'ont jamais été scolarisées sont oui. analphabètes et non en situation d'illettrisme. C'est Donc, c'est pour ça important que de j'ai cette précisé, précision, hein, alors voilà. Sylvia, tu as entièrement raison, c'est pour ça que j'ai précisé qu'on était, que c'était lié essentiellement au positionnement pédagogique de l'organisme de formation. Il faut voir effectivement si on est dans quelle situation précise on se situe. Voilà, c'est précise, hein, que c'est précisément justement la notion de scolarisation qui fait la différence entre les profils, les deux profils, illettrisme et analphabétisme. Merci Sylvia, en tout cas pour cette
cette remarque. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres précisions à demander? Je crois pas. Je crois qu'on a fait le tour, hein, c'était suffisamment clair. Donc merci David pour voilà, merci David pour cette intervention.